Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Merci d'être notre invité pour cette semaine et pour une émission un peu particulière. Vous êtes économiste, vous dirigez le cabinet Asterès, vous avez à votre actif une quinzaine d'ouvrages. Le dernier, c'est L'amour augmenté. Le précédent, La comédie inhumaine avec Julia de Funès, Le travail et l'avenir de l'homme. Bref, c'est un peu un économiste libéral, optimiste, dont le maître est Raymond Aron. Voilà d'où vous parlez, j'ai envie de dire. Absolument, c'est une tradition française qui remonte peut-être à Tocqueville. Alors, vous allez me dire, Tocqueville n'était pas économiste, Raymond Aron non plus, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement d'embrasser une vision très large des choses, parce que quand on est dans une période comme aujourd'hui, qui ressemble un peu à la révolution industrielle au 19e siècle, ou même à la Renaissance, si on veut se donner un peu d'espoir, on va peut-être en reparler, bien sûr. En reparler, mais il me semble que c'est important d'avoir une vision qui ne soit pas simplement une vision économique, mais qui soit économique, historique, sociétale, philosophique, et puis avec des valeurs, et donc pour moi des valeurs libérales. Ça tombe bien parce que ce que je voudrais vous proposer, c'est de feuilleter un peu ensemble l'album de l'année 2020 et puis qu'on se projette dans l'année 2021, évidemment, parce qu'on l'attend. Mais bon, l'année 2020 restera dans l'histoire comme celle de la pandémie de la Covid-19, de la crise absolument inouïe qu'elle a déclenchée, sanitaire, économique, sociale, humanitaire, géopolitique. Et regardez ce que dit Time Magazine, la pire année, the worst year ever. C'est vrai ça, à votre avis ? Non, c'est bien évidemment absurde, mais on reconnaît peut-être un petit peu la capacité d'exagération de nos amis anglo-saxons. Pour la France, l'année 1940, par exemple, a été pire. Bon. Mais ce qui s'est passé d'une gravité exceptionnelle, on sort d'une année d'une gravité exceptionnelle, la pandémie la plus importante depuis un siècle, la crise économique et sociale la plus grave depuis 80 ans, donc personne autour de nous n'a jamais connu ça. Je crois qu'il y a deux choses, au fond. Il y a eu un effet de surprise, de stupéfaction, mais en même temps qui montre que les sociétés sont très résilientes, parce que on vous aurait dit il y a un an pile, un an jour pour jour, voilà ce que vous allez traverser pendant l'année 2020. Vous auriez dit, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, on pourra pas rester enfermé chez nous, l'État tiendra pas, il y aura des révoltes un peu partout, on pourra pas survivre, etc. Et pourtant, même si c'est très difficile, même si ce qu'on traverse est exceptionnellement grave, nos sociétés, elles tiennent. Et en fait, moi j'y vois quelque chose qui me donne confiance. C'est-à-dire que cette crise, elle a quand même montré que la société était moins matérialiste que ce qu'on pensait. On a fait passer la santé avant l'économie. Alors on va en payer un prix qui sera élevé. On va en reparler, évidemment, le quoi qu'il en coûte. Mais on l'a fait quand même. Oui, mais on l'a fait quand même. Donc on disait toujours, notre modernité, au fond, elle est très matérielle. On vit dans un monde justement capitaliste, libéral, d'ailleurs avec parfois un peu de confusion entre ces deux termes. Bon, on voit que ce monde capitaliste et libéral, il a quand même essayé de protéger la santé des gens. Non, parce que je voudrais qu'on voit ces images de tous les chefs d'État et de gouvernement, tous masqués. Alors Emmanuel Macron, carrément, la semaine dernière, atteint par le Covid-19, mais également Donald Trump, finalement, qui a aussi été malade. Angela Merkel, Xi Jinping, Justin Trudeau, et aussi Boris Johnson, lui aussi qui a été malade. Et tous, ces images, elles incarnent bien ce monde différent qu'on a vécu, tous masqués. Oui, voilà, c'est là où on a vraiment quelque chose qui était pour nous évidemment absolument inimaginable. Alors il y a quand même dans ces images, je trouve, quelque chose qui est un peu ironique. C'est le fait que, on est obligé d'y penser d'une certaine façon, c'est que les chefs d'État qui avaient considéré cette pandémie, qui l'avaient considérée avec sans doute un peu trop de recul au début, on peut penser à Boris Johnson et évidemment à Donald Trump, ont été frappés par cette maladie et quand même assez durement, notamment Boris Johnson. D'ailleurs, Boris Johnson, ça a vraiment préfiguré un changement de politique très important pour lui. Donald Trump, moins. Mais c'est la première fois qu'on a un phénomène mondial et je pense que c'est assez intéressant et là aussi, ça me pousse à un certain optimisme d'une certaine façon parce que on a un ennemi commun. Vous savez, les grandes catastrophes du XXe siècle, c'était essentiellement des guerres. Avant, c'était beaucoup d'épidémies. Mais au XXe siècle, c'était des guerres. Et donc, on avait, par définition, des pays les uns contre les autres. Là, c'est pas... C'est universel. C'est absolument universel. On a un ennemi commun. Et du coup, ça nous a amené, malgré tout, à coopérer. On va parler des vaccins dans quelques instants. Mais ces vaccins, ce sont aussi
pardonnez-moi de le dire, mais des produits de la mondialisation, des produits de la coopération internationale. Et cette coopération internationale, elle a eu lieu justement parce que le monde entier était touché, parce qu'on a tous plongé en même temps, parce qu'il a fallu trouver une solution rapidement. Et malgré tout, ça s'est fait quand même plutôt en bonne intelligence. Les vaccins, ils sont incarnés par ces deux femmes. Une patiente britannique le 8 décembre, 91 ans, la première vaccinée anglaise, et la première vaccinée new-yorkaise le 14 décembre, une soigngnante. Évidemment, pour vous, c'est la démonstration que la mondialisation a des bons côtés. C'est plus que ça. Parce que vous savez ce qu'on entend sur le vaccin, c'est la course cynique au profit. Bien sûr. Réalité, ça marche parce que tout le monde sait qu'il va gagner beaucoup d'argent sur le vaccin. Ça ne me gêne pas. Je ne vois pas le problème, c'est une bonne incitation. Non, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une victoire extraordinaire de la civilisation. Pour moi, c'est une fête. Vous savez, au 19e siècle, Stefan Zweig raconte ça dans un livre qui s'appelle Les Très riches gens de l'humanité, je crois. Il raconte une nouvelle, c'est le télégraphe, c'est le premier mot. La nouvelle s'appelle le premier mot qui traversa l'océan. Et Stefan Zweig explique que pendant des jours et des jours, en Europe et aux États-Unis, les gens ont fait la fête. Ils se sont arrêtés de travailler, ils ont bu de la bière dans les rues et c'était extraordinaire, ils dansaient dans les rues. Donc on avait une vision de l'innovation qui était extrêmement positive. Là, vous avez tout à fait raison de le dire. En France, quand on annonce le vaccin, grosso modo, mais ça, moi, honnêtement, alors je déteste dire ça, mais je le voyais un peu venir. C'est-à-dire comment on allait transformer une solution en problème et en débat interminable. Donc, en effet, c'est Big Pharma, les profits, etc. Mais qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Vous dites, oui, c'est normal et c'est logique. Et dans le fond, ça mène au bien? Je réponds que c'est extraordinaire, que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on trouve une solution fiable à un problème aussi grave. Ça n'était jamais arrivé. Ça veut dire que la sortie de la crise, là, elle est à portée de main. Ce cauchemar va s'arrêter. Et pourquoi ce cauchemar va s'arrêter? Grâce à l'innovation, grâce à la coopération internationale, grâce au fait aussi que nous avons des États-providence qui vont permettre à ceux qui le souhaitent d'accéder à ces vaccins. Donc c'est vraiment une victoire de la modernité, je trouve, qui est extraordinaire. Et vous voyez, moi j'ai été ému quand j'ai vu ces premières personnes se faire vacciner et j'avais un tout petit pincement au cœur, un tout petit regret. Moi, j'aurais aimé que ce soit une personne française, que ce soit un Français qui soit la première ou le premier à se faire vacciner. Voilà. Les Européens commencent ensemble la vaccination le 27 décembre. Et donc, ça, c'est important. Ça a été accéléré aussi. Et c'est ensemble, puisqu'on va y revenir. L'Europe s'est peut-être un peu réveillée dans cette crise. En revanche, en France, vous avez raison, on entend beaucoup de scepticisme. On va écouter, alors chez les politiques, chez les Français, le sondage Elab nous donne un Français sur deux qui ne veut pas se faire vacciner. Mais la tendance est à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a une légère amélioration de la confiance. Mais écoutez Jean-Luc Mélenchon et sa manière de voir les choses. Ce vaccin ne me rassure pas. Pour autant, je le dis tranquillement aux gens. Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne sais pas. Je sais juste qu'un certain nombre de conditions ne me semblent pas respectées. Alors voilà, il met en cause, il s'inquiète de cette nouvelle technique, l'ARN messager, pour les deux principaux vaccins disponibles en ce moment, le Pfizer-BioNTech et le Moderna qui devrait arriver. Il faut se méfier d'une nouvelle technique? Sur le fond, c'est extraordinaire, ces vaccins ARN messagers. Vous savez, ces recherches sur le génome, elles existent depuis maintenant 10, 15, 20 ans. Moi, je travaille beaucoup sur l'économie de la santé, je travaille beaucoup sur la cancérologie. En cancérologie, on a fait des progrès extraordinaire. Ces vaccins ont été faits dans des conditions de sécurité qui sont les mêmes que les conditions habituelles. Simplement, on est allé plus vite, on a raccourci les délais. Mais ce ne sont pas du tout des vaccins bradés et ils ont une efficacité extraordinaire. Et tout ce que l'on a réussi à faire là en matière de vaccins, ça va avoir des conséquences positives. C'est ça ce que je voulais vous dire, pour ça que je pensais au cancer, sur d'autres types de pathologies. Sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, si vous me permettez de réagir peut-être un peu brutalement, mais je pense que c'est indigne, ce genre de discours. Parce que ce qu'on demande à une personnalité politique, me semble-t-il, qui prétend pouvoir diriger le pays, les candidats à l'élection présidentielle, ça n'est pas d'avoir peur, ça n'est pas de ne pas être rassuré. Les personnalités politiques qui ont peur de se faire vacciner, leur peur, elles la mettent de côté, elles la mettent dans un sac et elles jettent le sac à la poubelle, elles arrêtent d'avoir peur, elles vont se faire vacciner et elles disent « je me suis fait vacciner ».
c'est formidable, faites-vous vacciner. Comprenez ce que je veux dire? Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. Oui. Monsieur Mélenchon n'est pas le seul. Vous avez raison de le rappeler. Marine je Le voudrais Pen pas aussi donner ne l'impression exactement François de le Baroin a dit qu'il critiquer, n'aimait pas les qu'il était pour François Baroin, c'était plus sympathique. qu'il Il a dit était j'ai peur de tout. hypocondriaque, ouais, il voilà. est hypocondriaque, il a peur de tout. Il a même peur de se présenter à l'élection présidentielle. Donc au moins, il y a une... Je l'aime beaucoup, mais il y a une certaine cohérence. Mais Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon veulent diriger le pays. On va écouter Olivier Véran parce qu'il y a ce côté nouveauté qui fait peur. Oui. Hein, parce qu'on a peur de faire de la nouveauté. J'entends que le vaccin a été produit trop vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, trop vite. Et là, je mets une seconde la blouse de neurologue. Moi qui fais face régulièrement à des malades atteints de maladies qu'on ne sait pas guérir, ou parfois qu'on a du mal à soigner, je ne me vois pas dire un jour où un traitement arriverait à mon malade, vous savez, j'ai un peu peur de vous prescrire ce traitement parce qu'il est arrivé trop vite. Ou le traitement est évalué, il est éprouvé, il est efficace, alors c'est une chance pour les malades, ou il ne l'est pas, et on ne l'offre pas aux malades, et on attend, et on cherche un autre traitement. Non mais il faut choisir. On a peur du vaccin ou on a peur du Covid et des conséquences du Covid. Et les conséquences du Covid, elles sont gravissimes. Tous les jours, vous avez des gens qui meurent, vous avez des gens avec des séquelles, y compris des gens jeunes, mais tous les jours, vous avez des petits commerces qui ferment. Et ça va continuer. Tous les jours, vous avez des nouvelles personnes qui vont dans les banques alimentaires, hein, qui n'étaient jamais allées. Des artisans qui gagnaient à peu près l'équivalent du SMIC avant la crise. Et là, la crise, ça les a fait tomber dans la pauvreté. Vous voyez ? Et on est dans une crise sanitaire. Ce n'est pas une crise économique, on va en parler. C'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Donc la sortie de la crise économique et sociale, elle est par les sanitaires. Elle est sanitaire. Et aujourd'hui, la seule solution, c'est le vaccin. On peut avoir un peu peur du vaccin. Après tout, je peux me dire, c'est vrai, c'est une technologie nouvelle. Je suis relativement jeune. Peut-être que j'aurai des séquelles dans 10 ou 15 ans. Mais comprenez, je fais mon choix. Ce qui me fait peur, c'est, alors déjà, éventuellement, le fait d'avoir le Covid, le fait de perdre le goût et l'odorat pendant des années, ça me fait très peur, puisque je serais très triste. Mais ce qui me fait peur surtout, ce sont les conséquences économiques et sociales, la pauvreté qui monte. Donc vous voyez, entre ces deux peurs, moi, je fonce du côté du vaccin, même si, bien évidemment, il y a toujours une incertitude. Il n'y a pas de risque zéro. Et beaucoup de vaccins aujourd'hui ont quelques effets secondaires, même celui de la grippe. Exactement, il y aura des effets secondaires, mais les médicaments ont des effets secondaires. Et moi, je bois un peu de vin aussi. Je ne sais pas si on a le droit de le dire à la télévision. Ça présente aussi des risques, à mon avis, d'ailleurs plus importants que le vaccin. Voilà. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse preuve de responsabilité. Je crois qu'il faut que les personnes qui ont la chance de s'exprimer dans les médias ou les personnalités politiques montrent l'exemple. Je vais reprendre cette phrase de Barack Obama qui était parfaite. Je ne suis pas un fanatique de Barack Obama, mais sa phrase était parfaite. Je me méfie plus du virus que du vaccin. Alors l'économie, c'est notre nouveau chapitre, notre deuxième chapitre. Vous en avez parlé évidemment parce que c'est une crise sanitaire qui a créé cette crise économique, pays à l'arrêt, télétravail qui devient la norme, file devant les restos du cœur justement, ou le secours populaire, mais aussi les cordons de la bourse qui se délient, y compris dans les pays les plus orthodoxes, l'Allemagne, l'Europe. Et puis, justement, ça aboutit au plan de relance européen, 750 milliards d'euros. Parlons d'abord des effets négatifs, vous les avez évoqués. Les chiffres sont assez redoutables. Hein. Une récession, moins 4,4% au niveau mondial selon la FMI, moins 9% en France, alors qu'on était en croissance. Il y a juste avant. Heureusement d'ailleurs, parce que la France, alors dans notre malheur, on a deux chances. La première chance, c'est que cette crise se produit dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas et ça permet aux États de s'endetter à des taux qui sont nuls, voire à des taux qui sont négatifs. Et la deuxième chance qu'on avait en France, c'est pas qu'une chance d'ailleurs, mais c'est qu'on a abordé la crise avec une économie qui était dynamique, hein, un chômage qui baissait rapidement, les entreprises créaient beaucoup d'emplois et des entreprises avec une situation financière qui était très bonne, un taux de marge qui avait beaucoup remonté depuis 10 ans, des structures de financement qui étaient très saines avec beaucoup de fonds propres et donc on était plutôt solide en abordant cette crise. Mais cette néanmoins, l'effet aujourd'hui, c'est 9% de chômage au troisième trimestre en France, 8,7% dans toute l'Union européenne, avec les jeunes et les femmes les plus touchées. On a mis en place en France, dès le début, des mesures de soutien absolument exceptionnelles. En réalité, les plus importantes au monde. Le chômage partiel, ce qu'on appelle l'activité partielle, c'est le dispositif de chômage partiel, il y en a beaucoup, mais le plus, j'aime pas trop ce terme, mais le plus généreux au monde.
Les prêts garantis par l'État, c'est un dispositif qui a très bien fonctionné. Oui, mais vous voyez bien, beaucoup de gens se plaignent, c'est un prêt, donc il va falloir le rembourser. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relever? Est-ce que ça ne va pas être ce on dit des entreprises zombies qui en fait survivent grâce au prêt, puis finalement en fait devraient faire faillite ou pourraient faire faillite? Le chômage partiel, il s'arrête à un moment. Les indépendants sont complètement laissés pour compte. Donc oui, il y a une générosité, on va y revenir, on va réécouter le quoi qu'il en coûte. Mais il y a quand même un sentiment de dégradation, de déclassement qui se poursuit. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Même si on a une croissance en 2021 de l'ordre de 5, 6, 7%, on sera en fin d'année non seulement à un niveau très en deçà du niveau auquel on a abordé la crise fin 2019, mais en réalité, si on regarde le niveau où on aurait dû être si l'économie française avait poursuivi ce qu'on appelle sa croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance naturelle de l'économie qui est liée à la démographie, au fait qu'on fait du progrès technique, on sera dans le meilleur des cas à un niveau 10% inférieur au niveau où on aurait dû être. Donc ça, évidemment, ça a des conséquences très importantes, des conséquences concrètes, très importantes en matière de pouvoir d'achat, de faillite. Vous avez tout à fait raison d'évoquer la question des indépendants. En fait, les sacrifiés de la crise, on parle beaucoup des sacrifiés de la crise, et à mon avis, on se trompe un peu. C'est pas les jeunes les sacrifiés de la crise. Alors ce que je dis là va beaucoup choquer, bien évidemment. Oui, c'est très dur quand même. Vous connaissez la phrase, pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Être tout seul devant son ordinateur dans 20 mètres carrés, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, mais c'est plus difficile d'avoir 55 ans, d'être fleuriste et de fermer en 2020. Parce que pour les jeunes, on va faire des choses. En matière d'alternance, d'apprentissage, on a mis en place des mesures de soutien qui sont extrêmement puissantes. Il est clair que quand vous êtes jeune et que vous arrivez sur le marché du travail en 2020, c'est la mauvaise pioche. Ça, c'est clair. Puis il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, bien sûr, mais bon, il y en aura. Je suis très conscient de ça. J'ai des adolescents à la maison, je connais bien ce sujet. Bon, mais il y aura de la vie un peu plus tard. C'est très difficile, mais il y aura de la vie un peu plus tard. Moi, j'ai beaucoup de pensées pour ceux qui, toute leur vie active, pendant 20 ans, pendant 30 ans, ont monté un magasin. Bon, je prenais le cas d'un fleuriste, mais ça peut être un restaurant. J'aime bien parler des fleuristes parce qu'il y a déjà eu beaucoup de faillites et ils ne sont pas dans le viseur, on n'en parle pas beaucoup. Ils arrivent à 50-55 ans, ils vont fermer la boutique parce que même s'il y a le chômage partiel, alors déjà ils n'avaient pas forcément de salariés, ils se payaient eux-mêmes. Puis il y a des loyers, il y a des propriétaires qui n'ont pas toujours été sympas et puis il y a toujours un reliquat de charges à payer. Donc au bout de 9 mois, eux, ils ferment. Et c'est très difficile de reconstruire une vie professionnelle. Ils ne vont pas être salariés, ils ne vont pas retrouver un job dans une entreprise. Faut à 55 ans, alors 55 ans c'est jeune, mais il faut quand même monter un nouveau commerce, c'est très compliqué. On a monté ce fonds de solidarité pour les aider. Oui, pour eux c'est très difficile et il va falloir les prendre en charge, il va falloir les aider, leur donner de l'argent. Et vous savez, parmi ceux qui vont, c'est ce que m'expliquent les gens du Secours populaire, du Secours catholique, de la Fondation Abbé Pierre, ils voient arriver beaucoup de nouveaux publics. Et dans ces nouveaux publics, il y a justement des artisans, des professions libérales qui n'ont pas pu travailler, des petits commerçants qui n'ont jamais fréquenté ces associations. Et eux, ils ne sont pas dans le viseur. Je voudrais qu'on réécoute quand même ce que disait le président Macron, justement, cette fameuse phrase du « quoi qu'il en coûte », c'était le 12 mars. Et c'est vrai que, bon, on croyait que c'était impossible quand même. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, très bien, tout le monde l'a intégré. Mais quoi qu'il en coûte, ça veut dire une dette qui a bondi de 15 000 milliards de dollars pour atteindre 277 000 milliards de dollars, la valeur de 4 années d'activité économique. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Est-ce que ça va prendre 20 ans pour la rembourser, comme dit parfois Bruno Le Maire? Au contraire, il ne faudra pas la rembourser, comme dit Arnaud Montebourg ou même Jean-Luc Mélenchon. Ou est-ce qu'on va la mettre de côté? On va l'appeler la dette Covid et on va la cantonner. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans la dette, il y a deux choses. Il y a la dette privée, notamment la dette des entreprises. Et là,
il ne faut pas se tromper, il y aura ce qu'on appelle des restructurations de dette, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont aller voir leur banquier. Il faudra sans doute des soutiens de l'État, il faudra que l'État aille un peu au pot. Ce sera le cas avec ce qu'on a appelé les prêts garantis par l'État, qui sont à 90% garantis par l'État. Donc ça, je dirais que ça se fera de façon artisanale au cas par cas. Et puis il y a la question de la dette publique. Alors je voudrais faire plusieurs remarques. Première chose, il n'y avait pas d'autres politiques. Ça, je veux dire, j'ai participé aux réunions des économistes autour du ministre de l'économie depuis le printemps. On venait tous d'horizons différents, avec des idées différentes, mais personne n'a dit, tiens, ce serait peut-être une bonne période pour commencer à gérer rigoureusement nos finances publiques. Ça, fallait le faire avant, mais je veux dire, la priorité des priorités, c'était de soutenir l'économie, de protéger au maximum les entreprises, de protéger les salariés. Et on a eu 1000 fois raison de le faire. Parce que pas de regret. Mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu une récession de 10%, on aurait eu 20 ou 30% de récession et une dette publique qui, de toute façon, aurait flambé. Non pas parce qu'on aurait dépensé de l'argent pour soutenir les uns ou les autres, mais parce qu'on aurait eu une chute encore plus importante des recettes fiscales et des recettes sociales, et puis une envolée extrêmement rapide des dépenses de chômage, etc. Donc il n'y avait pas d'autres politiques, il n'y avait pas de moins mauvaises politiques. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la Banque Centrale Européenne nous aide considérablement. C'est-à-dire que la dette Covid, finalement, elle est souscrite par la Banque Centrale Européenne, qui l'a à son actif, qui va la garder. La Banque Centrale Européenne ne va pas se mettre à spéculer sur ses dettes, donc elle va la garder à son actif. Et même si, dans le pire des cas, si dans quelques années, un État, l'État italien ou l'État français, avait du mal à rembourser cette dette, eh bien, ce serait assez simple, au fond. L'État français, pour rembourser l'ancienne dette, émettrait une nouvelle obligation qui serait souscrite par la Banque Centrale Européenne. Oui. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que la Banque Centrale Européenne, alors, en fait, elle nous protège. Oui, et donc vous nous dites, comme on a beaucoup entendu la dette, vous vous souvenez, nos enfants, et c'est eux qui paieront, etc. Vous nous dites là, pour être pédagogue, oui. Ils ne paieront pas, nos enfants ne paieront pas cette dette. Ils paieront, c'est-à-dire que Bruno Le Maire a tout à fait raison de dire que cette dette, il faudra la rembourser. Mais on aura beaucoup de facilité pour la rembourser. Et surtout, ce qui va nous permettre de rembourser cette dette, c'est la croissance. C'est le fait qu'on va se retrousser les manches. Moi, je ne veux pas entendre parler d'austérité. Non, mais vraiment, je ne veux pas entendre parler pendant 5 ans. Quand je vois qu'on commence à Pendant 5 ans. Mais attendez, quand je vois qu'on commence déjà à avoir des débats sur les augmentations d'impôts ou la réforme des retraites, etc., on n'est même pas sorti de la crise. Non, mais là, on a des débats de pays en très bonne situation. Donc, il ne faut pas faire ça. Là, il faut tout mettre de côté. On sort de la crise déjà, on sort du trou. C'est ça le plus important, on en sort. Et après, on réfléchit. Vous savez, la dette, on a 20 ou 30 ans pour la gérer. La sortie de crise, il y a des personnes qui tombent dans la pauvreté, en plus, tous les jours. Donc la priorité, c'est de sortir de ça. Ensuite, cette dette, on va la rembourser peu à peu par la croissance. Donc 2022, la campagne électorale, elle ne doit pas se faire sur ces questions, elle doit se faire juste sur la croissance. Et est-ce que la croissance peut être de retour à ce moment-là ? Bien sûr. Alors, bien sûr, elle sera de retour. Moi, je suis très confiant. Parce que, déjà, vous savez, quand on regarde un peu l'histoire des crises, qu'il s'agisse des guerres ou des épidémies, au bout de chaque crise, vous avez une espèce d'instinct de vie qui revient extrêmement fort. Et les gens, ils vont avoir envie de retourner au restaurant, ils vont avoir envie de repartir en week-end, ils vont avoir envie d'aller dans les magasins. Alors, vous allez me dire, il y a des problèmes de pouvoir d'achat extrêmement graves. C'est vrai, mais en même temps, comme pour les salariés, en tout cas, on a mis en place ce dispositif de chômage partiel. En fait, on voit que le taux d'épargne a explosé. Les donc ménages on va redépenser notre argent. Les gens qui ont de l'épargne, c'est les ménages les plus aisés, bien évidemment, mais eux, ils vont redépenser très fort après la crise. Et tirer la croissance. Et ça va tirer la croissance. Et puis, vous savez, sur l'idée du travail, en fait, on a interdit aux gens de travailler. On a interdit à beaucoup de gens de travailler. Et on a interdit à beaucoup de salariés, c'est le télétravail, d'aller au bureau. Mais moi, je le vois, les gens, parce que les gens, ils me parlent beaucoup, moi. Ils me disent, mais monsieur Bouzou, mais vous savez, mais nous, on rêve de revenir au bureau. On rêve de travailler. Bien sûr, on est content d'avoir des aides et l'État français nous aide, mais ce qu'on veut, c'est travailler, voilà. Et on veut travailler parce qu'on aime nos entreprises, mais aussi parce qu'on voit bien qu'on a une œuvre de reconstruction. Donc, je suis vraiment très confiant. Oui, on va avoir de la croissance. Écoutez Laurent Berger, le leader de la CFDT, il parle du télétravail, parce qu'il y a des questions autour de ça. Bien sûr. Il y a des gens qui ont trouvé ça plutôt agréable, des gens pour qui ça a été l'enfer. Ils ont eu l'impression de dormir au bureau, en fait, et pas de travailler à la maison. Et donc, il y avait besoin de l'encadrer. Mais je crois qu'on va rentrer dans une période où ce sera plus comme avant, on va avoir beaucoup plus de télétravail.
beaucoup plus de télétravail, mais du coup, les gens n'ont peut-être pas très envie. Comme vous dites, ils ont envie de vivre en entreprise, en équipe, d'échanger. Ça va vraiment tout changer? Ah oui, il y a de tout avec le télétravail. Ouais. Moi, j'ai beaucoup poussé le télétravail. Vous avez cité ce livre, La comédie humaine, que j'avais fait avec Juliette Funès, et on avait beaucoup poussé le télétravail. Je crois qu'on avait raison, parce qu'on y voyait un moyen pour les salariés de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée. Vous évitez des transports, vous pouvez aller faire un peu de sport si vous voulez le midi ou l'après-midi, déjeuner avec vos enfants. Donc c'est quand même important de proposer ça pour les métiers qui sont entre guillemets télétravaillables. Mais Laurent Berger a tout à fait raison. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert pendant la crise. Vous avez des gens qui n'aiment pas télétravailler parce que chez eux c'est petit, parce que c'est exigu, parce qu'ils n'ont pas une bonne connexion Internet, parce qu'ils aiment aller au bureau. Et donc ce qu'on voit, c'est que le télétravail, pour que ça fonctionne, il faut 3 choses. Première chose, il faut que ce soit facultatif. Il ne faut pas obliger les gens à télétravailler. Deuxième chose, ça ne peut pas être 4 ou 5 jours par semaine. C'est 2 jours maximum, 2 jours et demi par semaine. Et troisième chose, il faut que les managers et que les entreprises jouent le jeu du télétravail. Moi, quand je vois des entreprises qui collent 7 réunions en ligne pour les gens qui télétravaillent, pitié non, les réunions, il y en a déjà trop en physique. Il ne faut pas harceler les salariés avec des réunions. Ce qui est bien quand on est chez soi, le travail chez soi, c'est qu'on peut se concentrer. Vous voyez ? Donc il faut vraiment jouer ce jeu-là. Et puis il ne faut pas oublier non plus les inéquités qui sont liées au télétravail, puisqu'il y a des gens qui vont nettoyer les bureaux à 5 heures du matin, et eux, ils ne peuvent pas télétravailler. Et là, je trouve que les syndicalistes ont vraiment un champ, je pense, d'action qui est très important ces prochaines années. On a vraiment un sujet, je le dis vraiment, mais j'y réfléchis beaucoup, de revalorisation des conditions de travail et des salaires, des rémunérations pour ceux qui sont ce qu'on appelle les premières lignes. Il y a vraiment des choses, à mon avis, extrêmement intéressantes et qui vont bouger, à faire. Oui, en matière d'intéressement, par exemple, il y a des entreprises qui font ça en France. Il y a des entreprises des travaux publics en France. Elles ont beaucoup d'actionnariat salarié pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il faut aller vraiment dans cette direction. C'est normal. On a une période très difficile. On va avoir une période de reprise. Il faut que tout le monde en tire les bénéfices, y compris les gens qui ont les salaires les plus petits quand l'entreprise va mieux. Au contraire, même, c'est toi qui dois au contraire, non, mais vous avez tout à fait raison. Ouais, mais ça se fait pas dans toutes les entreprises. Et moi, je suis un libéral, mais ça, pour moi, c'est un combat majeur de ces prochaines années. Un libéral et un européen. Le plan de relance européen, 750 milliards d'euros, il a été adopté il y a à peine quelques jours. En même temps, c'est un grand progrès parce que l'Europe s'est mise d'accord sur ce plan. Il va vraiment nous aider parce que finalement la deuxième vague de la pandémie est arrivée, il y a du retard, les effets ne seront visibles que dans 2 ans, 3 ans. C'est pas grave parce que des plans de relance, on va en avoir besoin ces prochaines années. Il va y avoir plusieurs plans de relance. En fait, là, on a fait 2 choses. On a soutenu les entreprises qui étaient en très grande difficulté. C'est pas de la relance, ça, c'est du soutien pour les aider à tenir parce que le diagnostic qu'on a fait, c'est qu'on aura besoin de ces entreprises au moment de la reprise. Donc même si elles sont à l'arrêt, les hôtels, les restaurants, etc., il faut leur donner de l'argent, il faut les aider parce qu'on va en avoir besoin. Mais c'est pas de la relance. Et on a fait ce fameux plan de relance, 100 milliards d'euros, en fait 80 milliards d'euros, mais peu importe, avec des choses assez intéressantes, baisse des impôts de production, la rénovation des bâtiments publics, privés, etc. Donc tout ça est très bien, mais en réalité, pour que ce type de plan de relance joue pleinement, il faut que la confiance soit revenue. Et la confiance, elle reviendra quand on sera sorti de la crise sanitaire. Et donc, on en sortira par le vaccin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le plan de relance urgent, c'est le vaccin. Ça, c'est le principal plan de relance. Et après, on va avoir besoin de plans de relance pour vite remettre l'économie à un niveau qui soit son niveau d'avant-crise. Et là, l'argent européen, vous voyez, même s'il arrive dans 1 an ou dans 18 mois, je peux vous dire que même dans 18 mois, même dans 24 mois, on devra encore faire des plans de relance. Donc on en aura besoin. Et puis aussi, dans ce plan de relance, il y a des aspects sur l'économie verte, sur la transition écologique. Parce qu'on n'a jamais ressenti autant que dans cette pandémie notre dépendance au dérèglement de la nature. On pense que l'origine du virus vient d'un animal qui n'aurait pas été présent s'il n'y avait pas eu la déforestation. Ça fait partie des hypothèses les plus courantes. Donc, on va beaucoup progresser. Et on le voit. La France, le président Macron veut un référendum sur la protection de l'environnement. Alors c'est un peu de politique évidemment, on va pas. Enfin c'est un débat. Joe Biden revient dans l'accord de Paris. Les Chinois disent qu'ils veulent la neutralité carbone en 2060. Nous en 2050 pour l'Europe. Vous pensez que là on a pris vraiment le cap ? Ah oui, c'est formidable.
Ah non, mais alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pleurent, qui nous disent que c'est l'effondrement, etc. Non, ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir une activité économique qui augmente et des émissions de carbone qui diminuent. Ce découplage, en fait, en France, on le faisait avant la crise. On avait un PIB qui augmentait d'1% par an, on avait des émissions de carbone qui diminuaient de 1% par an. C'est pas assez. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la bonne route, on l'avait déjà empruntée avant la crise. Et là, on accélère, parce que vous avez tout à fait raison. Au fond, les opinions publiques se sont dit, il nous est arrivé une catastrophe, il ne faut pas qu'il y ait en plus... Le fait qu'une catastrophe peut arriver, c'est possible. Bien sûr. Et donc, il ne faut pas qu'on ait une catastrophe climatique. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, aller beaucoup plus loin, on sait faire. Hein. Oui, mais attendez, s'il y a de la croissance, on ne va pas revenir au pétrole et on ne va pas se dire le pétrole, c'est pas très cher. Et justement, on va revenir comme avant. Non, on ne va pas revenir comme avant. On va développer les énergies propres. Alors, en France, on a une formidable énergie propre. C'est la plus propre, d'ailleurs. C'est bien évidemment le nucléaire. Et donc, moi, je souhaite mettre ça en débat pour l'élection présidentielle de 2022. On a vraiment dégradé la compétitivité de notre filière nucléaire ces dernières années par démagogie, notamment parce que de faux écologistes ont voulu balancer le nucléaire sur l'autel du climat. Mais moi, je suis un vrai écolo. Un vrai écolo, c'est quelqu'un qui est obsédé par la crise climatique et qui réfléchit jour et nuit à des solutions pour régler la crise climatique, mais dans le respect de la démocratie libérale. Parce que vous savez, liberté... Les Verts et les écologistes, globalement, majoritairement, sont contre le nucléaire. Hein. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, mais parce que moi, je veux protéger nos libertés et je veux surtout que les gens les plus fragiles de notre société, ils aient des perspectives d'amélioration de leur situation matérielle. Donc j'ai besoin de la croissance. Je termine juste rapidement. Nucléaire, taxe carbone aux frontières européennes. On va le faire. Ça, on sait que ça marche, c'est formidable. Et puis tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, le fait d'avoir des produits qui ont une durée de vie très longue, qu'on peut réparer, la réparation, le développement des commerces de réparation. L'innovation, elle sort de la crise. Oui, chaque crise, souvent, c'est le principe ouais. schumpeterien, Ouais. la destruction créatrice, évidemment. Bravo. Mais là, c'est quoi? Le numérique, l'écologie, en espérant que ça aille plus vite. Les robots, on voit que en France, on avait un gros retard industriel dans la robotisation. On est en train de le rattraper. Et c'est ça ce qui va nous permettre de faire de la réindustrialisation, des relocalisations, mais de la réindustrialisation, voire de l'industrialisation tout court. C'est le fait que nos usines, elles s'équipent en numérique, en imprimante 3D, en robots. Tout ça, ça va permettre de faire des gains de productivité très importants. Alors, il faut que ces technologies-là, elles puissent communiquer entre elles. Donc, il faut la 5G, c'est urgent la 5G. On a besoin de toutes ces technologies. Et là, on est en train d'avancer en France. Et les plans de relance, ils vont nous servir justement à aller plus loin, à accélérer le processus. Dans le plan France Relance, que je trouve bien, hein, il y a des incitations pour les entreprises pour qu'elles achètent davantage de robots, par exemple, ou qu'elles aillent plus loin dans le domaine du numérique. Et c'est clé, parce que c'est ça ce qui va nous permettre de faire des gains de productivité, et de retrouver saut, de la croissance finalement. ces prochaines années. Après la crise, on fera un saut et en avant. de faire un saut. Et vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles je suis très... optimiste, confiant. c'est clair. Hein. Non, tant mais mieux, ça nous fait un peu un... Non, mais je vois les difficultés et la gravité extrême de la crise, donc je suis très, très lucide. Mais vous voyez, les usages du numérique à la faveur de la crise, ça a formidablement progressé dans les entreprises. Et en plus, on apprend à utiliser ça. C'est tout ce qu'on s'est dit sur le télétravail. Les robots, on y va. L'intelligence artificielle, on y va. La question pour nous, la question pour la France, c'est de se dire, il faut qu'on soit très bon. Il ne faut pas seulement qu'on soit bon dans l'utilisation de ces technologies, c'est bien, mais il faut aussi qu'on se mette en capacité de produire les technologies. Et c'est ça, moi, par contre, qui m'inquiète, c'est que les GAFA, ils sont américains, les BATX, ils sont chinois. Emmanuel Charpentier, notre prix Nobel, qui a découvert, qui a travaillé sur les technologies justement de découpage. Allemagne. Elle est en Allemagne. Ben oui, elle est partie. Stéphane Bancel, qui dirige Moderna, il est français. Hein. C'est le vaccin Moderna. C'est le vaccin, vous voyez. Mais notre seule balance commerciale excédentaire, c'est l'exportation des talents. Et ça me plaît pas. Moi, je veux qu'ils reviennent. Et donc, il faut qu'on mette en place un cadre très attractif, avec des universités beaucoup plus performantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, de meilleurs liens entre la recherche publique et la recherche privée, et puis un accès au marché qui
soit pas compliqué, lent comme c'est le cas aujourd'hui. La géopolitique, les pays, les grands pays du monde, évidemment, ont été bouleversés par cette crise. C'est notre dernier chapitre. Quel gagnant, quel perdant dans la géopolitique? Les élections américaines, la Chine après une éclipse qui est revenue, le Brexit imminent, le Turc Erdogan qui joue des muscles, l'Iran qui menace toujours, l'ouverture de relations entre Israël et plusieurs pays arabes, les Émirats arabes unis ou encore le Maroc. La physionomie du monde a aussi changé. Non, je ne suis pas sûr de ça. Je pense que la crise a plutôt accentué des phénomènes qui étaient déjà en germe. Et ce que l'on voyait, c'était très clairement une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, qui correspond aussi à une guerre des modèles. C'est-à-dire que, au fond, le modèle libéral contre le modèle communiste, cette guerre-là, capitaliste autoritaire. Voilà, aujourd'hui, on a la démocratie chinois. libérale contre le capitalisme autoritaire. C'est-à-dire que tous les pays du monde, grosso modo, sont capitalistes, mais vous avez des pays capitalistes libéraux, c'est le cas de l'Europe et des États-Unis, et vous avez des pays capitalistes autoritaires, c'est le cas de la Chine, mais pas seulement de la Chine, hein, c'est le cas du Vietnam, de la Thaïlande, donc des pays aussi extrêmement importants, de la Turquie d'ailleurs d'une certaine façon. La Russie est un peu entre les deux, d'ailleurs on voit bien du point de vue même géopolitique qu'elle est toujours un peu entre l'Europe et l'Asie. Alors là, elle va plutôt vers l'Asie. Je vous arrête parce que la Chine, on va voir les images. Wuhan qui construit un hôpital, vous vous souvenez, en quelques semaines pour abriter les malades. Bon, on ne connaît toujours pas le nombre réel des morts. Non. Mais en même temps, la Chine qui est revenue dans l'économie mondiale de façon spectaculaire. Alors la Chine aujourd'hui, c'est à peu près le même poids que l'économie américaine. Donc vous avez vraiment un duopole économique technologique, c'est-à-dire que la Chine, sur certaines technologies, même si c'est difficile à mesurer, mais je pense qu'elle est même passée au-dessus des États-Unis. Vous voyez, sur l'intelligence artificielle, par exemple, l'intelligence artificielle, ça consomme énormément de données. La Chine, ils produisent énormément de données, par exemple, grâce à la reconnaissance faciale. Moi, je suis contre, pour des raisons éthiques. Pour des raisons de liberté. Voilà, mais je vous explique, là, je fais le diagnostic. Et donc, ça leur permet, en matière d'intelligence artificielle, je pense, d'être au-dessus des États-Unis. Et malgré la crise, malgré la pandémie qui est quand même venue de Chine. Oui, alors, la crise, moi, je ne pense pas qu'elle fasse des gagnants, en fait. La crise, elle fait que des perdants. Mais simplement, il y a des pays qui perdent plus que d'autres. Il est clair que la Chine est le pays qui a le moins perdu. Mais attention, n'enterrons pas les États-Unis. Justement, regardez l'image parce que c'est vrai que Donald Trump, qui enlève son masque, qui a perdu à cause de la gestion du Covid, vraisemblablement, mais qui a quand même 74 millions d'électeurs. Et Joe Biden, qui se met comme protecteur et qui veut lutter contre la pandémie, alors que les chiffres atteignent des sommets, mais la vaccination a commencé. Alors l'Amérique et nous, ça va changer? Non, ça va pas du tout changer. L'Amérique a changé de président, mais l'Amérique n'a pas changé. Et vous l'avez très bien dit, le trumpisme reste extrêmement fort. En fait, les Américains se sont débarrassés de Trump, mais pas du trumpisme. Et d'ailleurs, on a bien vu au cours de la campagne électorale quand même un recentrage des démocrates. Joe Biden, c'est pas Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Et vous avez un marqueur très fort pour le voir, c'est la façon dont le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris envisagent la question des GAFA. S'il y a des gagnants de la crise, c'est les GAFA. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple, mais les GAFA au sens large. Dedans, vous pouvez mettre une entreprise comme Netflix, par exemple. Bon. Et ces entreprises-là, ce sont des entreprises du capitalisme du 21e siècle, des entreprises à rendement croissant. Ça veut dire que plus elles grandissent, plus elles sont efficaces. C'est pour ça qu'elles ont des tailles absolument géantes. C'est pour ça que Amazon est une entreprise absolument géante. C'est que plus elle grandit, plus elle a d'activité, plus ce qu'elle apporte aux consommateurs, en fait, a une valeur importante. On veut les réduire un petit peu leur pouvoir, leur puissance. Oui, mais c'est très bien, mais c'est un peu la stratégie du loser. C'est-à-dire qu'on fait ça parce qu'on n'a pas été capable de faire émerger nos GAFA. Parce que si on avait fait émerger nos GAFA, en fait, on les pousserait, oui, mais enfin, il faut faire quelque chose quand même. Ou on serait un peu hypocrite comme les Américains. Les Américains, ils disent qu'ils vont les démanteler, mais ils vont évidemment pas du tout les démanteler. Ils sont plutôt contents. Donc, il faut qu'on se désobsède un peu des GAFA. Les GAFA, ils sont là. On va pas les rattraper. Malheureusement, on fera pas un Google européen. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est trop tard. On fera pas un Amazon européen. On fera même pas un Apple européen. Notre sujet, c'est comment on se développe sur des industries qui ne sont pas préemptées par les Américains et par les Chinois. Et là, il y a des choses. La question des ordinateurs quantiques, par exemple, Thierry Breton est là-dessus. Il faut vraiment... C'est une très grande puissance de calcul. Voilà. C'est extraordinaire. Il faut y aller.
L'hydrogène, on y va, faut y aller très vite parce que les Chinois sur l'hydrogène commencent à être rapides. On a de magnifiques entreprises comme Air Liquide. Et il faut vraiment que l'Europe mène une politique industrielle pour ces entreprises. Politique industrielle, ça veut dire qu'elle doit être un partenaire de ces entreprises. Elle doit les aider évidemment en matière de recherche et développement, mais elle doit aussi être un client. Être un client, ça veut dire... Je vous prends un exemple très concret. SpaceX, l'entreprise sur BFM TV, vous avez fait le décollage, cette année une magnifique soirée SpaceX qui m'a scotché devant mon écran. SpaceX, en fait, ne touche pas énormément de subventions de l'État américain. Simplement, l'État américain dit à SpaceX, pendant 5 ans, tu ravitailles la station spatiale internationale. Voilà, donc je te donne du chiffre d'affaires. Tu travailles, comme ça te donne de la visibilité. Et avec l'argent que tu gagnes, tu peux aller faire un vaisseau spatial pour aller sur Mars. Ça, c'est ton problème, tu fais de l'innovation radicale. Vous voyez ? Et ça, en Europe, on est incapable de faire ça. En Europe, le spatial, quand l'Allemagne doit envoyer un satellite dans l'espace, on fait un appel d'offres. Et si ça se trouve, c'est un Indien qui le gagne. Vous voyez ? Donc ça, faut arrêter là. Maintenant, il faut être sérieux. Il faut une politique industrielle au niveau européen. Sinon, toutes les révolutions technologiques, on va les louper. Et on va devenir, l'Europe, un sous-traitant de la Chine et des États-Unis. Moi, en tant qu'Européen, ça ne me plaît pas. 2021, c'est demain. Ouais, oui. C'est bientôt. Est-ce qu'on peut rêver qu'on sera sorti du cauchemar ou est-ce qu'il faut s'attendre à une première partie de l'année encore difficile, bien sûr, à cause de la crise sanitaire, et une deuxième partie un peu différente ? Oui, l'année 2021 va être difficile et la sortie de crise, en réalité, va être compliquée. Toutes les sorties de crise sont compliquées. Elle va être compliquée déjà parce que, du point de vue strictement économique, quand vous avez une sortie de crise, ça se finance. Les entreprises, elles ont besoin d'argent. Les petits commerçants, ils vont avoir besoin de racheter des stocks. Ils ne vont pas toucher du chiffre d'affaires tout de suite. Donc, il va y avoir des besoins de financement et il va falloir développer des outils de politique économique pour financer cette reprise. Et on va voir arriver, malheureusement, des faillites. 2020, il y a moins de faillites qu'en 2019. C'est fou, hein, mais c'est parce qu'on a mis en place des soutiens tellement puissants qu'en réalité, on a même aidé des entreprises qui auraient dû disparaître, même s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Donc ça, 2021, ça va être difficile à gérer. Et puis, les faillites arrivent, on va avoir du chômage. On va terminer avec un taux de chômage de 10,5-11% de la population active. Puis quand on est en période de reprise, surtout après une situation aussi grave que celle qu'on a traversée, vous allez avoir des conflits pour la valeur. C'est-à-dire que tous les gens dont je parlais tout à l'heure, les premières lignes, à qui on a dit vous êtes des gens géniaux et donc il va falloir vous rémunérer plus, quand il va y avoir de la croissance, ces gens-là vont nous dire à fort juste titre, attendez, moi je suis payé au SMIC, le SMIC a augmenté de 1%, 1% c'est l'inflation, faudrait quand même pas m'oublier. Donc on va avoir ces sujets-là. Donc ça va être 2021 une année formidablement enthousiasmante. Tirons les leçons de la crise pour faire un avenir meilleur. Et si on est capable de faire ça, et j'y crois, non seulement il n'y aura pas de génération sacrifiée, mais ceux qui ont 15 ans, 20 ans aujourd'hui, ils vont avoir une vie active qui sera extraordinaire parce qu'on aura tiré les leçons de la crise et on fera plus d'écologie, on fera plus de développement durable, on va améliorer notre système de santé, on va apprendre à se servir de toutes ces innovations dont j'ai parlé, on va mieux rémunérer ceux qui sont les plus méritants, on va refaire, et j'espère que Joe Biden va nous y aider, mais la réintégration des États-Unis dans les accords de Paris de ce point de vue-là, c'est très intéressant, c'est très important, on va refaire un peu de coopération internationale. L'Europe, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez eu tout à fait raison de le dire, elle a fait un saut quantique extraordinaire, hein. Même si c'est de la dette, même si c'est par la dette, mais ça c'est pas grave, mais on a créé de nouveaux outils. Moi j'ai vu l'Allemagne, je l'ai vu changer au cours de la crise, c'était très spectaculaire. Donc on peut vraiment avoir devant nous, si on est astucieux, si on est un peu intelligent, si on tire les leçons de la crise, on peut avoir 30 glorieuses devant nous. Merci beaucoup, merci Nicolas Bouzou. Merci pour ce shoot, ce vaccin d'optimisme en fait, pour cette nouvelle année 2021. C'est un entretien à retrouver sur le site, en replay, le site bfmtv.com.